Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Mesdames, messieurs, bienvenue à Mythes et complots sur le réseau Cogeco. Nouvelle émission tous les dimanches 14h. Christian, bonjour. Salut Jeff. L'été est enfin arrivé depuis quelques jours. Je vais sortir ma décapotable, je crois. D'ailleurs, certains voudraient peut-être voir l'été de leurs 16 ans, l'été de leurs 21 ans, et certains voudraient peut-être aussi corriger des erreurs du passé ou changer le futur. Oh, belle introduction pour notre émission de ce jour, parce que l'on va parler du voyage à travers le temps. Oui. Est-ce un mythe ou une réalité ou une future ou possible réalité? Absolument. Et si on peut aller voir dans le futur, Oui. qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que les voyages dans le temps, vous y croyez? Croyez-vous qu'on pourra un jour voyager dans le temps? C'est la question du jour. On veut vous entendre là-dessus. 1-866-790-9850. Ça serait intéressant aussi, Jeffrey, si on pouvait voyager dans le temps, les gens nous disent également quelle serait, eux, leur destination. S'ils pouvaient voyager dans le temps, où ils iraient ou quand ils iraient. Pourquoi? Auriez-vous quelque chose, un événement, une erreur à réparer? Oui, peut-être. Un peu comme dans Back to the Future. Exact. Marty McFly. Oui. Donc, c'est vrai que le voyage dans le temps, c'est une thématique qui fascine beaucoup. On la retrouve à la fois dans la littérature, on le retrouve également dans la science-fiction. Mais on peut se poser la question, est-ce que le voyage à travers le temps est une réalité possible? Alors, évidemment, si tu m'avais posé la question il y a 50 ans, je t'aurais dit, et la plupart des scientifiques t'auraient répondu également, que c'était une absurdité de croire ça. Et pourtant, aujourd'hui, bon, d'abord, au début du 20e siècle, on le sait, Albert Einstein avait énoncé la théorie de la relativité restreinte. Ouais. Et beaucoup de ce qu'il avait prédit à ce moment-là, même si ce n'était qu'une gymnastique intellectuelle, ce qu'il avait prévu à l'époque, beaucoup de choses se sont avérées vraies. Et l'une de des affirmations d'Einstein, c'était plus on se déplace rapidement, donc plus on approche de grandes vitesses. Et pour lui, la vitesse absolue était la vitesse de la lumière, qui est quand même de 300 000 kilomètres à la seconde. Hein? C'est très rapide. Absolument. Et il disait, plus on approche de la vitesse de la lumière, moins le temps va s'écouler rapidement. Donc, le temps ralentit alors qu'on approche de la lumière. Alors que aussi, pendant ce temps-là, la personne ne vieillit pas nécessairement. Elle vieillit à la vitesse de l'horloge montée à bord de son vaisseau. Supposons, par exemple... On est dans le film Interstellar, par voilà, exemple. supposons on a deux frères jumeaux, l'un qui est, disons, un ouvrier au sol, et l'autre est astronaute. Les deux embarquent, l'un embarque dans un vaisseau spatial, l'autre s'en va travailler. Alors, le premier, celui qui est dans le vaisseau spatial, il décolle, il est dans un vaisseau qui va l'amener proche de la vitesse de la lumière, il va aller se balader pendant 1 an ou 2 dans l'espace, approcher des étoiles ou des planètes au centre de la galaxie et revenir. Alors, lorsqu'il revient, pour lui, supposons qu'il a été dans l'espace pendant 4 ans, le temps s'est écoulé à bord de son vaisseau pendant 4 ans, mais lorsqu'il va revenir sur Terre, son frère, qui lui n'a pas bougé d'ici, aura vieilli de plusieurs dizaines, sinon des centaines d'années. Il sera donc décédé à ce moment-là. Et on appelle ça le Twins Paradox. Voilà. Tu vois que j'ai fait mes recherches quand même sur le voyage temporel. Et tu vois, déjà, à ce moment-là, déjà dans les années 50, on savait que l'énoncé d'Einstein était vrai en ce sens que on avait placé par exemple des horloges atomiques au sol, d'autres horloges atomiques dans des avions se déplaçant donc à une certaine vitesse, et Des horloges atomiques, c'est des horloges spéciales. Ouais, c'est des horloges atomiques, disons que ça mesure le temps là, au milliardième de seconde. OK, parfait. Et quand on a fait cet exercice-là, déjà dans les années 50, on a constaté que l'horloge montée à bord de l'avion décalait très légèrement sur sa jumelle laissée au sol. Et au moment où on se parle, c'est un peu amusant parce qu'on peut dire que il y a quand même des humains, et un en particulier, qui a quand même voyagé dans le futur de 2 centièmes de seconde. Et ce 2 centièmes de seconde, c'est le cosmonaute Sergueï Krikalev, parce que il a passé 804 jours à bord de la station orbitale, l'ISS, et la vitesse de déplacement de l'ISS est de 7,66 km à la seconde. Donc, en tenant compte de la réalité de la théorie relative d'Einstein, de la relativité restreinte d'Einstein, Krikalev, lorsqu'il s'est posé avec son vaisseau spatial, après avoir passé 804 jours dans l'espace, il était plus jeune
que nous tous de 2/100 de seconde. Donc, la science s'intéresse à la question, et ce, depuis Einstein, ça veut dire depuis le début du 20e siècle. Voilà. Parce que Einstein, en fait, cette relativité restreinte nous a permis d'envisager le monde, de conceptualiser le monde différemment de la simple vision que Newton avait avancée de la science. C'est-à-dire de mettre l'espace et le temps dans une entité. Voilà. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Alors, au moment où on se parle, est-ce que c'est possible? Alors, inutile de te dire que depuis l'avènement de la physique quantique, beaucoup de scientifiques se sont penchés à ça. Et disons que techniquement, il n'y a pas d'impossibilité physique qui empêcherait le voyage à travers le temps. Tu parles de physique quantique, Christian, la téléportation quantique, transférer par exemple une information d'un point à un autre. Ça, je pense que c'est déjà possible de faire ça. Ça a déjà été démontré. On sait également que, et ça, on arrive un peu difficilement à l'expliquer, ce qu'on appelle le lien quantique. C'est-à-dire que si tu prends deux atomes qui sont reliés entre eux et t'en envoies un à l'autre bout de l'univers, si tu changes, par exemple, la vibration de l'atome resté sur Terre, l'autre atome à l'autre bout de l'univers va changer également sa variation exactement à la même seconde. Donc, ce n'est pas une information qui voyage, parce que même si tu es à l'autre bout de l'univers, c'est instantané. On appelle ça le lien quantique, et pour l'instant, on l'explique mal. Donc, on voit que la science étant, avec l'avènement de nouvelles approches, de nouveaux concepts, on est en train de révolutionner notre façon de penser, et ce qui, il y a 50 ans, nous semblait de la pure science-fiction, nous semble aujourd'hui une réalité, à tout le moins une réalité théorique. Mais est-ce que l'on peut réellement voyager à travers le temps? Et si on pouvait le faire, par exemple, quand on préparait l'émission, tu me parlais des possibilités du futur. Il y a autant de futurs que de possibilités. Je trouvais intéressant de t'écouter là-dessus. Ouais, parce que tu as mentionné tantôt le paradoxe des jumeaux. Tu as mentionné le film Back to the Future, Retour vers le futur, avec justement ces paradoxes que si on voyage dans le passé, parce que c'est la première question qu'on se pose. Supposons, Jeff, que tu retournes dans le passé et par accident, tu tues un de tes arrière-grands-parents. Ouais. Alors, est-ce que tu vas cesser d'exister? Et si tu cesses d'exister, comment tu pourrais, dans le futur, retourner dans le passé pour tuer tes grands-parents? Alors, évidemment, c'est ce que tente de contrebalancer un peu Marty McFly dans Back to the Future, parce qu'il a empêché ses parents de se rencontrer au bal des sirènes. Fait que là, on voit tout le travail qu'il doit faire pour réussir à refaire ce match. Mais des scientifiques se sont penchés sur cette question, et je pense notamment au physicien Michio Kaku, un scientifique japonais qui vit aux États-Unis, en fait un scientifique américain d'origine japonaise. Et Michio Kaku s'est beaucoup penché là-dessus. Il est l'un des découvreurs des trous de verre, tout ça. Donc c'est vraiment un scientifique de haut niveau. Et lui, il soutient qu'il n'y aurait pas de difficulté parce qu'il existerait en fait autant de futurs que de paradoxes que tu pourrais créer. Donc, à partir du moment où tu recules et que tu tuais, par exemple, un de tes arrière-grands-parents, il y aurait donc deux futurs. C'est comme si on aurait un gâteau avec un nouvel étage. Donc, il y aurait un futur où toi, tu existes et dans lequel tu vas retourner dans le passé pour tuer tes grands-parents. Et il y a un autre futur qui existe où tu n'existes pas parce que tes grands-parents n'ont jamais existé. Donc, tu vois... Parfois, mesdames, messieurs, vous ne le savez pas, mais si vous prenez un peu plus de temps pour sortir du gym, du travail, peut-être que vous vous sauvez la vie. Voilà, vous d'un triste événement. Voilà, parce qu'on ignore toujours, à partir du moment où tu sors de chez toi et au moment de descendre, tu caresses ton chien, par exemple, ben, le temps, les 30 secondes que tu as pris à caresser ton chien va faire que tu vas traverser la rue 30 secondes plus tard. Et si tu avais traversé la rue 30 secondes plus tôt, tu aurais pu être renversé par un bus. Ouais, un funeste, voilà, une funeste fin. On ne sait jamais exactement tous les événements, les petits événements, parfois très anecdotiques dans une journée, comment ces événements-là peuvent influencer le cours du temps. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce sera un jour possible de voyager dans le temps, le voyage temporel? Dans les prochaines secondes, 1-866-790-9850. Vous pouvez nous écrire aussi à mythe au pluriel à commercial-cogecomedia.com. On revient dans à peu près 3 minutes sur le réseau Cogeco. Les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. Mythes et complots parlent des phénomènes paranormaux. Mythes et complots. Écoutons Christian Page et Jeffrey Soubrani.
On entend ici le thème d'une émission qui semble... c'est pas d'hier. En fait, c'est considéré comme la plus longue série de science-fiction de l'histoire de la télévision. 50 ans, 60 ans? Oui, ça a été fait dans les années 60 et ensuite repris. Et c'est la série Doctor Who, donc probablement qu'il y a des auditeurs qui ont reconnu le thème musical. Et effectivement, c'est l'histoire, bon, je vais pas vendre le punch, là, mais le Doctor Who, en fait, qui est le voyageur qui va d'une époque à une autre. Son vaisseau ressemble un peu à une boîte téléphonique et on apprend au gré de la série que le Doctor Who n'est peut-être pas d'origine terrestre. Donc, je vais pas vendre plus loin, mais effectivement, c'est l'une des plus longues séries de science-fiction à la télévision et bien sûr, tout tourne autour de cette thématique du voyage à travers le temps. Et de la théorie de la relativité aussi, un peu? On parle de la théorie de la relativité, ce qui est intéressant dans le Doctor Who, mais c'est également vrai dans des séries parce que la thématique du voyage à travers le temps, même si certaines séries ne sont pas entièrement consacrées à cette thématique, c'est quand même des trucs qui reviennent, que ce soit dans des séries comme Stargate, La Porte des Étoiles, des séries comme Star Trek, Patrouille du Cosmos. Ces thématiques du voyage à travers le temps reviennent de manière plus ou moins occasionnelle. Et dans la série Doctor Who, on t'a mentionné également le film Interstellar, et on parle également dans la série les trous noirs. Ouais, voilà, la porte des étoiles. Les gens voyagent comme dans des sortes de trous noirs ou de trous de verre. Et pour ceux qui ont vu le film, les trous noirs en question permettent d'accélérer, d'aller probablement à la vitesse de la lumière. Voilà. Et à ce moment-là, de voyager un peu dans un autre univers ou dans le temps. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai que les concepts sont souvent très complexes à comprendre. Hein? Dans le sens du trou noir. Le trou noir est une sorte d'étoile qui s'est effondrée sur elle-même et sa force gravitationnelle est si grande qu'elle attire tout, incluant la lumière. Donc, si un voyageur entrait dans un trou noir, il y a de fortes chances que son vaisseau irait frapper à un moment donné cette étoile massive en son centre. Mais on sait qu'il y a dans l'univers des déformations dans le tissu de l'espace-temps qu'on appelle plutôt un trou de verre. Donc, c'est une sorte de tunnel qui relie deux endroits ou qui relierait, parce qu'on n'y a jamais été, mais c'est davantage un exercice théorique, qui relierait deux endroits de l'univers et peut-être deux continuums espace-temps en même temps. Et ça, ce serait possible si, par exemple, c'est arrivé dans le Big Bang. Le Big Bang, effectivement. Oui. Donc, aujourd'hui, quand on parle aux physiciens, des cosmologues, les spécialistes de ces grandes questions théoriques, eux croient que le moyen de voyager à travers le temps serait d'abord de créer des espèces de trous de verre ou des espèces de trous noirs. Mais avec un trou noir, il faudrait qu'on ait un trou blanc, donc un point d'entrée, un point de sortie pour pouvoir relier deux espaces dans l'espace et dans lesquels le temps est peut-être différent. Mais évidemment, pour pouvoir faire ça, si, je l'ai mentionné en première partie d'émission, si tout ça ne s'oppose pas aux lois de la physique, pour l'instant, réussir à produire un trou de verre ou un trou noir de cet ordre-là, le créer de manière artificielle, ça nécessiterait une énergie qui serait aussi grande que le Soleil, par exemple. Il faudrait canaliser en un point toute l'énergie du Soleil. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à portée de main. Et quand tu dis, Christian, ça prend un trou blanc aussi pour pouvoir sortir, voilà. Est-ce que c'est un peu pour ça qu'on dit que si on pouvait voyager dans le temps, ce serait seulement vers le passé parce que ce serait impossible de revenir du futur. Voilà, à moins qu'on soit dans un trou de verre. Donc, c'est ça, le trou noir te permet que d'aller dans un sens, mais le trou de verre te permettrait peut-être d'aller dans le double sens. Quand même. Donc, c'est effectivement, c'est très complexe. Mais tu sais, ça nous amène à des anecdotes que des gens ont racontées et qui concernent ce voyage à travers le temps. D'abord, j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui qui probablement sont familiers avec des trucs que l'on retrouve sur le web. Il suffit simplement de taper dans notre moteur de recherche voyage temporel et on va se retrouver toutes sortes de photographies, de petits bouts de films qui laissent supposer que nous aurions reçu la visite de voyageurs du temps. Par exemple, dans un film des années 20 de Charlie Chaplin, Le Cirque, je crois que c'est un film de 1928, on voit à un moment donné une dame qui marche sur la rue et elle tient quelque chose contre son oreille. Alors, inutile de dire que les théoriciens du complot, les amateurs de fiction disent, voilà, c'était peut-être une voyageuse du temps qui a été comme ça surprise alors qu'elle marchait avec un téléphone portable. C'est douteux parce que tu comprends que si notre voyageuse se serait retrouvée comme ça dans les années 20 sur un trottoir quelque part à New York,
il aurait quand même fallu des tours de transmission pour que son téléphone puisse être fonctionnel. Et Chaplin, quel génie en passant dans ce film-là, là, considéré un de ses meilleurs films, effectivement. Lorsqu'il se retrouve dans la cage au lion, là. En tout cas, en passant. Et on a également d'autres photographies où on a effectivement l'impression que certains personnages dans la photo semblent un peu anachroniques. L'une des plus célèbres, par exemple, on a comme une foule, et là, on a un individu au milieu de la foule qui a une sorte de chandail avec un étendard sur lui. Il a des espèces de lunettes fumées qui ressemblent à des lunettes de moto. Et c'est vrai que cet individu-là semble un peu détonné dans l'environnement. Alors, plusieurs ont supposé que peut-être s'agissait-il d'un voyageur du temps. Mais au-delà de ces photographies qui circulent et sur lesquelles on a peu d'informations sur l'origine, les auteurs des clichés en question, il y a quand même des anecdotes qui ont été rapportées dans la littérature qui sont particulièrement intéressantes. Comme un fantôme au Palais de Versailles. Un fantôme au Palais de Versailles. Mais je vais te parler d'abord de l'expérience de Bruce Garnon. Parfait. Les fantômes de Versailles, on va y revenir parce que c'est peut-être l'un des grands classiques de la littérature sur le surnaturel. Mais l'histoire de Bruce Garnon, tu vas voir, elle est quand même très particulière. Alors, on est en décembre 1970, il est 15 heures et ce Bruce Garnon est pilote. Il embarque à bord de son avion. Un appareil, c'est un Beechcraft Bonanza, donc un petit avion avec 2 moteurs. Il embarque avec un ami passager. Il décolle de l'île Andros qui se trouve à l'est de la Floride. Alors, ces gens-là, leur destination, bien sûr, c'est la péninsule. Ils doivent se rendre à Miami. Alors, ils montent très progressivement. L'avion grimpe à peu près à 1000 pieds à la minute et puis ils atteignent une altitude de 1500 pieds. Alors là, ils se dirigent vers la péninsule de la Floride. Et c'est à ce moment-là que Garnon aperçoit devant lui un étrange nuage. Il va le décrire comme une sorte de tube. En fait, c'est comme si on prenait un tuyau puis on le retournait sur lui-même pour faire une espèce de beignet. Okay. Alors, c'est ce qu'il voit. Le nuage est immense et il comprend qu'il ne peut pas se détourner du nuage. Il décide donc d'entrer à l'intérieur du nuage avec son avion. Ce qu'il fait, et très rapidement, alors qu'il se trouve à l'intérieur du nuage, il a l'impression de voler à l'intérieur d'un tube, d'un cylindre, et il y a des sortes de perturbations électriques autour de lui. Il constate que ces appareils également fonctionnent moins bien. Il y a des perturbations qui nuisent à la bonne lecture de ces appareils. Un peu stressant quand même. Oui, quand même. Alors, lorsque Garnon ressort du nuage, il contacte la tour de contrôle. Il reste à peu près 3 à 4 minutes à l'intérieur du nuage. Lorsqu'il ressort du nuage, il contacte la tour de contrôle de Miami en disant « on est à peu près une quarantaine de kilomètres de la côte, etc. » Et là, l'aéroport de Miami sont incapables de les localiser. Et après quelques secondes, on réussit à les repérer sur le radar. Et là, le contrôleur aérien lui dit « vous n'êtes pas à 40 kilomètres de la côte, vous êtes au-dessus de Miami. » Et là, c'est à ce moment-là que Garnon et son passager se rendent compte qu'ils ont littéralement fait un déplacement à travers l'espace-temps. C'est-à-dire que le voyage, ils vont se poser finalement à l'aéroport de West Palm Beach. Ils débarquent de l'appareil, tout est parfait, l'appareil n'a pas eu aucune avarie. Et là, ils constatent qu'il est 3h48, donc ils ont mis 48 minutes pour faire un voyage qui généralement demande à peu près 1h30. Durant les 3 minutes qu'ils ont été à l'intérieur de ce nuage, c'est comme s'ils avaient fait un bond dans le temps de 30 minutes. Un peu comme dans le trou noir, dans l'espace, dans le film Interstellar. Voilà, ils se sont déplacés d'à peu près 100 kilomètres. Et éventuellement, Bruce Garnon va publier un ouvrage qui s'appelle The Fog, dans lequel il raconte son histoire. Évidemment, c'est sûr, l'événement que raconte Garnon est très particulier parce qu'il se passe pas n'importe où quand même. Il se situe exactement au-dessus du mythique triangle. Pas le triangle des Bermudes. Voilà, le mythique triangle des Bermudes. Alors, lorsque Garnon raconte cet incident, la présence de ce nuage mystérieux, ce déplacement qui semble à la fois être dans le temps et dans l'espace, bien évidemment, comme ça se passe au-dessus du triangle des Bermudes, il n'en faut pas davantage pour faire fantasmer des gens sur ce qui aurait pu se passer. C'est clair. Et là, je veux qu'on s'arrête juste une petite pause de rien, Christian. Oui. Et qu'on vous redemande, est-ce que vous pensez qu'un jour ce sera possible de voyager dans le temps, mesdames, messieurs? Et si c'était possible, quelle serait votre destination? Vous pouvez nous joindre 418-670-9330 et 1-866-790-9850. On revient dans un instant. Vous écoutez Mythes et Complots sur le réseau Cogeco. L'expérience spatio-temporelle d'hier soir a été apparemment un succès total. La foudre a frappé l'horloge de l'hôtel de ville à 10h04, projetant 2,21 gigawatts d'électricité dans la DeLorean, qui a disparu de sa fantastique éclair de lumière, laissant 2 traînées de feu derrière elle. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal,
Christian Page et Jeffrey Soubrani. Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogir. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. Et ça, c'est une excellente narration. Ouais. Le chronogir. Alors, qu'est-ce que le chronogir? En fait, pour les gens... Mais d'abord, c'était un extrait de la série Au cœur du temps, de Time Tunnel. C'est une Ouais. série qui a été tournée à la fin des années 60 et comme on l'a entendu dans le narratif, il s'agit de deux scientifiques, Doug Phillips et Tony Newman. Le chronogir, ça ressemblait à une espèce de tunnel. Il y avait un grand complexe qui avait été développé par des scientifiques américains au milieu du désert. Et il y avait cette espèce de tunnel et quand quelqu'un était projeté à l'intérieur du tunnel, il se retrouvait à travers le temps. Le problème, c'est que nos deux scientifiques, pour les besoins de la série, nos deux scientifiques font partie d'une expérience cobaye. Ils sont lancés à travers le temps, mais on est incapable de les ramener à leur point de départ. Donc, d'un épisode à un autre, nos scientifiques se retrouvent toujours dans un grand événement de l'histoire. Le premier épisode, ils se retrouvent sur le Titanic. L'émission suivante, ils peuvent se retrouver, par exemple, durant la guerre de Sécession ou l'explosion, l'éruption du Vésuve. Donc, tu vois, c'est toujours des grands moments de l'histoire comme ça. Et ça nous faisait découvrir en même temps, c'était une très bonne série de science-fiction, et ça nous faisait découvrir un peu des moments de l'histoire. Donc, Au cœur du temps, série des années 60. Et je rappelle qu'on parle des voyages dans le temps, le voyage temporel aujourd'hui à l'émission. Et Christian, concernant le chronogir, pendant qu'on préparait l'émission, tu me parlais d'une base américaine de Long Island où des gens pensent qu'il y a littéralement un chronogir dans la base. En fait, c'est assez amusant de voir comment la culture de science-fiction se transpose assez rapidement. Après quelques années, on retrouve des éléments de cela dans la culture populaire sur le paranormal. Et c'est le cas, par exemple, du chronogir. Il faut savoir qu'il y a une base américaine au bout de la pointe de Long Island, dans l'État de New York. Et cette base-là, aujourd'hui, c'est une sorte de parc qui s'appelle le Camp Hero. Et la base s'appelait la base militaire de Montauk. Il faut comprendre que la base de Montauk était construite parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les deux côtés des États-Unis étaient névralgiques. D'un côté, on pouvait être attaqué par les Japonais, de l'autre côté, par les Allemands. Alors, on avait développé des bases de surveillance et c'est comme ça que la base de Montauk a été construite. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la base est entrée un peu dans un état léthargique parce que, bien sûr, on ne craignait plus l'arrivée des U-boats allemands. Mais lorsque la guerre froide a repris, la base a été réactivée. On craignait éventuellement des survols par des avions de l'ancienne Union soviétique. Et puis, en 1981, avec l'apaisement des relations entre le bloc de l'Est et l'Ouest, finalement, la base a été complètement désertée. Et on retrouve dans une espèce de culture populaire qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux la croyance que sous cette base de Montauk, on cachait des installations secrètes, dont une machine à voyager dans le temps. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a même des gens, à travers la culture, on trouve des gens qui sont sortis de l'ombre en disant « J'ai travaillé, moi, dans ce complexe-là. J'ai été un membre qui a été projeté à travers le temps. » Évidemment, tout ça nous semble un peu tiré par les cheveux. Ces gens-là sont bien sûr jamais capables de prouver leur affiliation avec la base. Oui, ça, on a l'impression que souvent, ce sont des illuminés. Et il y a quelques années, j'étais à New York et je t'avais demandé, parce que la base, il faut comprendre que les installations sont encore là. Et les installations sont fermées au public. Mais je te rappelle que interdit au public ne veut pas dire inaccessible, parce que quand je suis arrivé avec des représentants du parc de l'État de New York, ils m'ont ouvert les clôtures, et là, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai fait un tour du propriétaire avec les gardiens, et on voyait sur les murs des graffitis, donc ce qui prouve que le soir, des jeunes entrent là, font des graffitis sur les murs, et là, on voyait les installations. Et c'est difficile à croire, parce que le type me racontait, il dit, vous voyez, là, ici, on a une bouche d'égout. Là, à croire, les gens, là, sous cette bouche d'égout-là, ça descendrait à des tunnels, ça mènerait à des tunnels où il y aurait encore les vestiges de cette fameuse machine à explorer le temps qui est décrite un peu comme le Time Tunnel de la série de science-fiction des années 60. Mais tu vois, on parle de voyageurs du temps qui prétendent « J'ai travaillé à la base de Montauk, j'ai été l'un de ces cobayes, je suis allé dans le futur, je sais que la machine est là. » Évidemment, tout ça nous semble sorti de la bouche d'illuminés, mais il y a eu une exception. Et cette exception s'appelait John Titor.
Jean Titor. Jean Titor. Alors, écoute, il faut que je te raconte cette histoire-là parce qu'elle est quand même incroyable. On parle ici de voyage temporel. Et voilà qu'en 2000, à l'époque, faut que je te rappelle qu'on n'est pas encore à l'ère de Facebook et tout ça, là. L'Internet est débutant. On a des sortes de babillards électroniques où les gens échangent l'information. Et voilà qu'en octobre 2000... Les forums, l'époque des forums. Oui, absolument. Ouais. Et voilà en octobre 2000, un type apparaît sur ces forums. Au début, il va utiliser le pseudonyme de Time Travel Zero. Puis ensuite, il va changer son nom pour John Titor. Et là, il prétend, lui, dans ses écrits, être un voyageur du futur. Il viendrait de l'an 2036. Et pourquoi tu dis que c'est pas un illuminé? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que tout ça nous semble... Laisse. Ouais. Jusqu'à maintenant... ça sent pas bon jusqu'à maintenant. La première impression, là. Ouais. Mais ce John Titor prétend être né en Floride en 1998. Il dit s'être intéressé à la politique et à l'armée dès son jeune âge. Il est entré, il a fait carrière dans l'armée. Et là, c'est là que l'histoire devient tout à fait loufoque. En 2036, dit-il, lui et 5 compagnons ont été envoyés dans le temps. Ils ont été ramenés en 1975. Ils avaient pour mission de récupérer un ordinateur IBM. Dans une jungle? C'est Jeff que ça a l'air ridicule. Il devait récupérer un ordinateur IBM 5100 ou 5110 parce que des fois, John Titor change de version. Et ce système, d'après... c'est drôle parce que c'était le but de sa mission, mais... Bon. Et ce système, d'après Titor, était essentiel pour pallier à des lacunes rencontrées sur les futurs systèmes d'exploitation Unix. Bon, on l'envoie et donc sa mission accomplie, notre John Titor, en 1975, il décide de revenir, évidemment, à son époque, en 2036, mais il décide de faire un petit crochet par l'an 2000 pour rendre visite à de la famille qui habite en Floride. Et c'est comme il se retrouve chez ces gens-là, c'est chez ses parents, où il se voit lui-même, il est en présence du petit John Titor qui a 2 ans, et c'est là qu'il décide d'échanger sur des babillards électroniques pour raconter un peu son histoire. Bon, évidemment, ça semble ridicule, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce qui ici est étonnant au départ, parce qu'il y a une suite à l'histoire. Ce qui est au départ étonnant, c'est que ce John Titor est très articulé. Quand il échange sur les forums, il dit pas n'importe quoi, il est très articulé. Même si il parle, parfois il échange avec d'autres internautes, il répond à certaines questions. D'autres fois, il reste assez vague. Il va fournir un plan. Dès le départ, il fournit un plan de sa fameuse machine à explorer le temps. Des gens articulés, il y en a beaucoup, là. Voilà. Faut que tu me donnes d'autres choses, là. Ouais, donc, il est articulé. On voit aussi, lorsqu'il échange avec d'autres internautes, qu'il a une bonne connaissance de la physique. Il parle un peu aussi de physique quantique. Il est aussi un féru de phénomènes paranormaux. Donc, dans ces échanges, il parle, on est en 2000, je te rappelle, on est en 2000. Il parle, par exemple, des prophéties mayas que l'on annonce pour 2012. Il parle du projet HARP. Donc, il parle de trucs qui intéressent les gens qui s'intéressent ou aux théories du complot ou qui sont des férus de phénomènes paranormaux. Donc, ce John Titor, articulé, parle de manière plutôt posée, fournit des informations. Il ne semble pas être un illuminé. Il ne part pas dans toutes les directions et quand il s'exprime, ce qu'il présente semble tout à fait conforme aux connaissances physiques de l'époque. Donc, rien qui, pourrait dire, est un frein ou qui choque l'esprit. Et ce John Titor, toutefois, va faire des prédictions parce qu'évidemment, tout le monde lui demande quel sera l'avenir. Et là, notre John Titor fait le match. Ah ouais, des alouettes. Mais là, on lui demande un peu des prédictions sur le futur. Et là, John Titor est moins bon pour prédire le futur. Bon. Il annonce, par exemple, une guerre civile aux USA qui va se déclencher aux alentours de 2004-2005. Il raconte que cette guerre-là va éventuellement déborder sur des pays voisins. Mais là, on est en 2000 et il a pas parlé du 11 septembre. Pas du tout. 2001. Non, il raconte qu'en 2012, cette fameuse guerre déclenchée aux États-Unis va déborder sur d'autres pays limitrophes et qu'elle va finalement dégénérer au point de devenir une 3e guerre mondiale. Quand même assez facile de dire ça, voilà. Christian. En 2015, il annonce que les Russes vont bombarder plusieurs grandes villes américaines, dont Washington, et que conséquence de ces bombardements, la capitale sera déménagée à Oklahoma City.
Donc, tu vois un peu les propos. Aujourd'hui, bien c'est, et assez étonnant, ce John Titor, en mars 2001, dit « Je dois profiter d'une fenêtre pour retourner dans le futur. » Et voilà, bang, il disparaît. Mais crois-le ou non, Jeffrey, depuis cet événement... C'est là que ça va être impressionnant. Là. On est 16 ans plus tard. Ouais. Il y a encore des gens qui consacrent du temps à percer l'identité de ce John Titor. Même si ses prédictions se sont révélées pour la plupart fausses, même si visiblement notre bonhomme était articulé, mais ça semblait bien sûr être un canular, parce que les gens ont souvent tendance à croire que parce que c'est une fraude ou un canular, il doit y avoir un retour pécunier, un bénéfice pécunier. Pas toujours. Dans le milieu du paranormal, il y a de très nombreux canulars qui ont été commis, et ces canulars ont été commis par des gens qui étaient simplement intéressés, amusés à faire l'affaire. Ouais. Et ce John Titor, je sais qu'il y a des gens qui ont fait de nombreuses enquêtes sur lui, entre autres un type aux États-Unis, un dénommé John Razimus. Et John Razimus, lui, arrive à la conclusion que John Titor est un type qui s'appelait Maury Haber, qui est aujourd'hui le président de Beyond Trust, une compagnie qui se spécialise dans la sécurité informatique. Et ce Maury Haber aurait été ce fameux John Titor. Pourquoi a-t-il fait ce canular? Pourquoi pendant des mois s'est-il exprimé sur la toile? Visiblement, il pourrait s'agir d'un type qui s'est simplement amusé aux dépens des autres internautes. Je pense dans le domaine des ovnis, par exemple, un des plus longs canulars. Orson Welles. Orson Welles, c'est un bon. C'était pas vraiment un canular, même si, ou avec le temps, c'est devenu un peu comme ça. Mais je sais que dans le domaine des ovnis, entre les années 60 et les années 80, il y a un petit groupe d'Espagnols qui ont reçu des centaines de lettres, supposément dactylographiées et venant d'extraterrestres qui habitaient la planète, qui venaient de la planète Humo, et que ces extraterrestres vivaient parmi nous. Donc, pendant 20 ans, un type s'est amusé à envoyer des lettres dactylographiées, et ce type s'appelait José Luis Jordan Peña, et quand son identité a été percée à jour, on lui a demandé, mais pourquoi envoyer des centaines de lettres pendant 20 ans à ces amateurs d'ovnis? Et Peña a répondu, pour le fun, ça m'amusait. Donc, probablement que monsieur Haber soit ou non John Titor, visiblement, son canular servait simplement à épater la galerie. Et je veux qu'on parle du fantôme aussi de Versailles tantôt, Christian, puis on va aussi parler de séries et de livres, parce que vous imaginez qu'il y a beaucoup d'œuvres de fiction qui tournent autour sur les du voyage à travers le temps. Les voyages dans le temps. Dans un instant, vous écoutez Mythes et complots sur le réseau Cogeco. On est de retour dans moins de 3 minutes. Bonne chance, on en a besoin tous les deux. Rendez-vous dans le futur. OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco. Et aujourd'hui, les voyages dans le temps. Parlons d'un fantôme à Versailles. Oui, parce que c'est amusant parce que cette histoire-là est connue dans les milieux qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux comme étant les fantômes de Versailles, mais dans le fond, on n'est peut-être pas forcément en présence de fantômes, mais on est peut-être en présence d'un voyage à travers le temps. Donc, je te raconte un peu cette anecdote parce que le temps file. On est en 1901, on est le 10 août 1901, et là, il y a 2 institutrices britanniques qui visitent les jardins de Versailles. Il s'agit de Madame Moberly et Jourdain. Et ces 2 dames-là, donc, traversent les jardins de Versailles, elle quitte le Grand Palais et derrière le palais, il y a des dépendances, 2 importantes, qui est le Trianon et le Petit Trianon. Alors qu'elles traversent donc ces jardins, à un moment donné, elles empruntent un chemin qui amène vers un petit village qui est derrière le Trianon. Et là, elles ont l'impression que soudain, le temps est plus grisâtre. Il y a comme une espèce d'air de mélancolie dans l'air. Et là, elles approchent et elles voient sur le seuil d'une porte une femme vêtue avec des costumes d'époque. Et ce qui est assez étonnant, c'est les 2, Miss Jourdain et Miss Moberly. Moberly Jourdain, ces 2 dames-là, donc, déambulent, mais n'échangent pas entre elles. C'est comme si elles étaient chacune dans leur bulle et elles vont voir des choses qui diffèrent de l'une et de l'autre. Donc, une qui voit ces gens sur le seuil de la porte. Elles continuent d'approcher près du Trianon. Elles vont voir une dame qui semble peindre, qui leur sourit. Elles vont même interagir. Donc, des gens vont passer devant elles, vont leur parler en leur disant vous devriez prendre l'autre allée, où on leur explique comment retourner à Versailles. Donc, elles vont interagir avec ces gens. On voit des personnages importants, genre Marie-Antoinette. Voilà. Et lorsqu'elles reviennent à Versailles, ensuite, elles gagnent leur hôtel à Paris et elles vont parler toute la soirée de cet événement-là un peu étrange, ce curieux sentiment qui régnait dans l'air.
Et éventuellement, elles vont écrire leur récit, elles vont retourner à plusieurs reprises à Versailles pour constater que les jardins qu'elles voient ne sont pas ceux qu'elles ont vus. Les jardins sont différents. Les bâtiments leur semblent plus vétustes. Il n'y a pas de gens habillés en costumes d'époque comme ceux qu'elles ont aperçus. Alors évidemment, cette histoire-là va éventuellement être publiée en 1911 par l'entremise de la Society for Psychical Research. Et là, évidemment, on s'interroge, Miss Moberly et Jourdain ont-elles vu des fantômes à Versailles ou ont-elles voyagé à travers le temps? Ont-elles pénétré dans une espèce de continuum spatio-temporel qui les a permis de se retrouver au 18e siècle, un peu avant la Révolution française? Et ça fait penser un peu au film Midnight in Paris de Woody Allen, où le personnage principal se retrouve devant Rimbaud, puis des personnages qui ont marqué importants. l'histoire, effectivement. Absolument. Donc, inspiré un peu d'un livre de Hemingway. Ouais. D'ailleurs, on va parler de livres et de films parce que c'est pas ça qui manque sur les voyages dans le temps. Non, effectivement. Donc, on a beaucoup de livres et de films sur le voyage dans le temps. Donc, dans les livres, je t'ai mentionné l'histoire de ces deux institutrices à Versailles. Sache que leur histoire a été racontée dans un livre en français qui s'appelle Les mystères du Trianon. Et si on y va du côté des films et de la science-fiction, ben évidemment, un petit palmarès des films de science-fiction qui, pour moi, à tout le moins, ont été plutôt marquants. Mon numéro 1 des films de science-fiction, c'est La machine à explorer le temps, un film de 1960 qui mettait en vedette Rod Tyler. Et cette petite machine, moi je me rappelle, avec une espèce de roue derrière qui tournait dans le sens ou en contresens, on allait dans le futur ou dans le passé. Laisse-moi deviner, Christian, tu l'as chez toi. Absolument. Donc j'ai cette petite maquette chez moi qui est devenue d'ailleurs un objet excessivement recherché par les collectionneurs. Donc ça pour moi, La machine à explorer le temps, d'après la nouvelle de H.G. Wells, c'est pour moi le grand classique des films de voyage à travers le temps. Il y a bien sûr, on en a parlé à la pause, Time After Time, où là on personnalise le H.G. Wells et là il reçoit chez lui des invités. Parmi ces invités, il y a nul autre que Jack l'Éventreur qui va s'emparer de la machine à voyager dans le temps de Wells pour se rendre dans les années 70 aux États-Unis. Et là, Wells va tenter de suivre le même chemin pour arrêter Jack l'Éventreur avant qu'il commette ses crimes dans la région de San Francisco. Et une suggestion du boss. Oui. Notre boss, Nadia. Un soir, des terroristes qui attaquent un laboratoire et s'emparent d'une machine à voyager dans le temps et prennent aussi avec eux l'inventeur de la machine et vont s'enfuir avant que les policiers arrivent par le biais de la machine, la série Timeless qui est disponible sur le Netflix. 3:30 p.m. May 6, 1937. You're telling me that this guy actually went back in time, for real, to the Hindenburg. You were our best option. To do what? Go after him? I think someone who loved history would want to save it. Our earliest prototype. She isn't fancy, but she works. Usually. Do you need to go with them? I can't. I am black. There's literally no place in American history that'll be awesome for me. Lucy. Rufus. I'm a pilot. Kind of. Kind of? Donc, un prototype qui fait fantasmer, mais qui fonctionne dans Timeless. Et bien sûr, au cours des pauses, on a entendu des extraits de la trilogie des Retours vers le futur, donc Back to the Future. C'est une saga qui, le premier date de 1985, suivi des suites en 1989 et 1988. Oui, je sais, Christian, j'ai vu ça cet été. Ah. Pour la première fois. Et c'est vraiment très, très bon comme film. Et qui a donné une nouvelle vision de la DeLorean, qui était la machine à voyager dans le temps. Et de manière plus sérieuse, c'est comme on l'a mentionné, le voyage dans le temps est passé un peu de la littérature de science-fiction à une véritable littérature scientifique. Il y a réellement des physiciens qui se sont penchés sur cette réalité du temps. On sait que le Britannique Stephen Hawking s'est beaucoup intéressé à cette histoire du temps. Il est probablement la personnalité la plus souvent associée à ce concept du voyage à travers le temps. Mais de manière plus populaire, je te souligne un ouvrage qui a été publié par le scientifique le scientifique américain d'origine japonaise que je t'ai parlé un peu plus tôt, Michio Kaku, La physique de l'impossible. Il consacre un chapitre au voyage à travers le temps, mais il parle également de la téléportation, de la géo-ingénierie. Donc, un ouvrage qui est vraiment... on n'a pas besoin d'être un scientifique pour comprendre le contenu de l'ouvrage. C'est vraiment un contenu populaire. Donc, en conclusion, ce serait étonnant qu'on voyage dans le temps un jour. Personne n'est jamais arrivé du futur. Si le voyage temporel était possible, probablement que ce
serait vers le passé. En attendant, il y a de bonnes œuvres de science-fiction à se mettre sous la dent. Divertissons-nous en attendant le prochain voyageur du futur. Merci à Fred Perron à la réalisation, Valérie Baudouin, Catherine Huet à la production. Merci de nous avoir écouté. Le podcast de l'émission disponible sur l'application Cogeco Live. Écrivez-nous, mythe au pluriel à cogecomedia.com. Christian, merci. Ça me fait plaisir, Jeff. Salut, à la semaine prochaine.